Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Radio Arson reçoit aujourd'hui Clémentine Topin, étudiante en 5e année, promotion 2023-2024 à la Villa Arson. Elle a écrit et autopublié un livre, Le Branlin, dans le cadre de la rédaction de son mémoire de 4e année. Nous bavardons avec elle de cet objet-livre, de son rapport à la lecture et à l'écriture, de son engagement dans l'édition et le fanzinat. Bonjour Clémentine. Bonjour Tristan. Bienvenue sur Radio Arson pour un podcast consacré à ton livre, auto-édité, Le Branlin, et aussi à ton rapport au livre. Tu n'es pas une usagère des bibliothèques? Non, pas tellement, à part ici. Ici, je t'ai beaucoup vu, surtout après le déjeuner, tu venais un peu chiller, Ouais. te mettre dans le grand fauteuil Le Corbusier, ou en tout cas venir un peu fureter dans les rayonnages. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette bibliothèque à la Villa Arson? Il y a la grosse étagère de bande dessinée, ça je kiffe parce qu'il y a plein de trucs que j'ai à la maison. Après c'est aussi le fait de pouvoir par exemple discuter avec toi, parler des livres qui sortent. Je regarde souvent les mails que vous envoyez sur les nouveautés qui sortent, que vous avez achetées. Donc j'aime bien voir et puis me poser, lire 2-3 pages. C'est un peu plus comme un endroit où je découvre des ouvrages ou des autoristes, plus que je viens me poser pour vraiment lire un livre. Du coup, il y a eu un switch, tu t'es dit, tiens, mon mémoire, je vais écrire un livre. Ça s'est passé comment? T'as voulu au début écrire un livre ou t'avais l'ambition inconsciente de se dire je vais faire un objet livre, ou au début c'était plus 3-4 pages dactylographiées et épinglées Ouais, en fait c'est venu, en tout cas l'auto-édition et l'objet, c'est venu une fois que je me suis rendu compte de la quantité d'écrits que j'avais fait. Parce qu'au début je voulais faire du dessin et presque de la BD. Et au final j'ai commencé à écrire, à faire beaucoup de recherches qui passaient par l'écrit, retranscrire des discussions, faire des recherches spécifiques sur la rivière, un peu plus scientifiques, etc. Et au fur et à mesure, c'est venu à commencer à écrire une narration, et c'est là que c'est parti. Puis après, j'ai pas arrêté d'écrire. Mais il n'y avait pas d'ambition au début de faire un livre. C'est plutôt venu avec le corpus de textes que j'avais. Après, je me suis dit, ok, j'en fais quoi et pourquoi pas l'auto-éditer, quoi. Et ça a étalonné sur quelle période de temps? J'ai commencé j'ai fait des recherches un peu toute mon année de 4e année. J'ai pas tellement écrit et j'ai commencé à écrire, je crois que c'était en août, et j'ai dû finir la grosse partie de l'écrit en octobre, quelque chose comme ça. Et après cette année, je l'ai vraiment dédié à la mise en page, aux relectures, à la correction, au travail de la mise en forme, quoi, de l'objet, et à réfléchir à comment j'allais en faire une édition qui avait du sens par rapport à ce que j'avais écrit en gros. Tout est homogène dans, on va dire, le produit que tu nous livres aujourd'hui. C'est-à-dire que le sujet et le contenant sont vraiment en adéquation. Donc, dans mes mains, j'ai le livre d'Aurélie Olivier, Mon corps de ferme. Et c'est vrai que tu as essayé un peu de lui faire un petit clin d'œil sur la maquette de ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Alors, en fait, j'ai découvert le travail d'Aurélie Olivier après avoir écrit Le Branlin. Et c'est vraiment un des écrits qui m'a le plus touchée personnellement par rapport à sa thématique, par rapport à ce qu'elle utilise dans sa poésie. Mais du coup, elle invite les personnes qui ont lu son texte et à qui ça parle de lui répondre, en fait, un peu sous forme d'écrit, sous forme de lettres. Et c'est un peu ma réponse, en fait, à son corpus de texte.
Et vu que c'est arrivé après que j'ai fini d'écrire mon livre, même s'il y a énormément de références, en fait, on pourrait vraiment croire que je l'ai lu avant ou même en même temps. Enfin, il y a des choses très précises, même par rapport au magnétisme de l'eau, dont je parle aussi dans mon travail. Et, euh, et du coup, c'était un peu une forme de réponse formelle à son objet. Après, c'est vraiment le design des éditions du commun dans leur collection de poésie aussi. Mais en plus, là, c'est vert. Du coup, c'est vraiment un clin d'œil à elle. On peut rester là-dessus et parler du papier, des éditions du commun qui est à peu près le même que le tien, non? Je sais pas, tu vas pouvoir m'expliquer les différences techniques. Mais sinon, c'est un dos carré collé. Le carton, du coup, c'est un carton que j'ai trouvé dans les couloirs de la Villa Arson pendant que je faisais le montage des expositions. C'est aussi de là que c'est parti. C'est quand j'ai trouvé ce carton que je me suis dit que j'allais faire la référence au travail d'Aurélie Olivier. Le papier, les deux papiers verts, c'est des papiers que je me traîne depuis, je crois, 5 ou 6 ans. Il y a un papier aussi qu'on m'a donné, le papier vert clair. Et, euh, et après, du coup, le titre et la quatrième de couverture sont sérigraphiés avec le même vert un peu que le vert intérieur. Et le papier à l'intérieur, c'est un papier recyclé. J'ai fait imprimer chez Copyway et ils m'ont fait les reliures aussi en dos carré collé. C'est eux qui m'ont proposé ce papier-là. Je sais que j'avais déjà eu des objets qu'ils avaient façonnés là-bas et dont le mémoire de Léon Binetruy qui avait utilisé aussi ce papier-là. Et j'avais fait un premier test avec un papier blanc, mais ça marchait pas très bien. Enfin, le fait que ce soit aussi blanc. Et du coup, ouais, on a discuté et on est venu à ce papier-là, quoi. Est-ce que maintenant on parlerait pas du sujet? Donc en fait, c'est en étant à Nice, sous le soleil, même si aujourd'hui il pleut et tu nous as ramené un peu du temps de la Bourgogne, euh, que tu as voulu parler du branlin ou c'était déjà un sujet qui te trottait dans la tête depuis longtemps? Non, franchement, c'était déjà un sujet qui me trottait dans la tête. Après, c'était pas vraiment le branlin, c'était vraiment évoquer cette partie de la puisée que je travaille enfin, que j'ai dans mon travail plastique depuis quelques années. Le but, avec le branlin, c'était aussi de trouver un sujet qui me permettait de vraiment toucher plusieurs réalités rurales, en fait. Et comme le branlin, c'est une rivière qui est caractérisée par un enchaînement de moulins et de biefs, ça me permettait vraiment de parler de plein d'états de l'eau, de la terre et d'évoquer aussi tous les actrices de la ruralité qui interviennent sur l'eau, qui vivent sur l'eau. Euh, et en même temps, ça me permettait de parler aussi de ce qu'était le village en ce moment, enfin actuellement, et les rivalités riveraines liées aux états de l'eau et entre les gens qui habitent en amont et les gens qui habitent en aval de la rivière. Et en fait, le branlin, c'est ce qui m'a permis de rassembler un peu tout ce que je voulais mettre en mots depuis que j'avais réfléchi à cette question d'écrire un mémoire. Et est-ce que tu peux préciser un peu tout ça? Parce que moi, c'est un véritable jeu de piste pour moi qui suis vraiment urbain. Quand tu parles du parler poyodin, le poyodin, je me suis renseigné un peu, c'est un habitant de la Puissée. La Puissée, c'est une région française qui est aux confins de l'Orléanais, du Nivernais et de la Bourgogne, ce qui est très abstrait pour moi, vu que c'est à 200 km de Paris, même si maintenant j'habite à Nice. Et bon, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'endroit que tu décris dans ton livre, c'est une partie rurale de la France où, où il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'étangs et de vallées vertes, humides et voilà, et verdoyantes. C'est vraiment le côté bucolique dans toute sa splendeur pour moi, en tout cas pour moi. Et donc c'est là que tu as vécu quand tu étais petite. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, ce livre, c'est un peu une autofiction qui reprend énormément de choses que j'ai vécues dans mon enfance et dans mon adolescence, enfin, à travers plusieurs âges. Et en gros, c'est une narration qui se passe sur le temps d'une journée. Et,
c'est le branlin qui va se mettre en crue pendant cette journée et qui va inonder en fait le sous-sol du moulin, donc le moulin de Berthoin, là où j'ai grandi, qui est aussi un ancien corps de ferme qui appartenait à la famille, qui a abrité les animaux de plusieurs générations. Et du coup, ouais, c'est vraiment l'histoire de la crue d'une journée et les caves qui vont s'inonder. Et en fait, c'est l'histoire de 4 petites filles, donc en l'occurrence ma sœur et moi et nos 2 copines, qui veulent se rendre à leur cabane pour voir l'état de la cabane qui se trouve près de l'eau, pour voir si elle est inondée. Et du coup, ça va être vraiment les péripéties de ces 4 enfants qui vont se faire embarquer par la crue depuis la cabane. Et en fait, au fil de la descente de la vallée du Branlin, donc au début, elles essayent d'échapper au troupeau de Salers, au troupeau de vaches. Et au fur et à mesure, en fait, elles sont vraiment emportées dans la crue qui est plus forte qu'elles. Et durant toutes les péripéties qu'elles vont traverser avec la crue, en fait, elles comptent un peu le paysage rural qui se passe autour d'eux, donc paysage agricole. Elles vont évoquer le rapport au magnétisme, à l'eau, les rivalités du coup dans le village. Elles vont aussi traverser plusieurs étapes de la rivière, donc elles vont traverser des moulins, elles vont traverser des barrages, et justement elles vont arriver jusqu'à un point qu'elles peuvent plus passer. C'est le barrage qui s'appelle, enfin dans le livre, c'est le trou de bombe de Mézy, et en fait c'est un endroit où il y a des travaux de rénovation et de renaturalisation de la rivière. Et du coup en fait c'est l'histoire où elles arrivent jusqu'à ce point-là, où qu'elles peuvent plus traverser à cause des travaux. Et ça c'était un peu le point de départ en fait de ma réflexion aussi sur le fait de faire mon mémoire sur le Branlin, parce que du coup l'année dernière dans le village où j'ai grandi, il y a eu un projet de renaturalisation d'un barrage dans le but d'élargir le lit de la rivière pour permettre aux truites et aux salmonidés de pouvoir remonter la rivière. Et du coup, ça a créé beaucoup de débats dans le village. Il y a eu des lettres, il y a eu vraiment enfin, ça a vraiment divisé un peu les actrices de l'eau dans le village. Et du coup, je suis allée aussi à la rencontre des différentes personnes qui étaient intervenues dans ce projet-là, dont Bertrand Méheux, dont je parle à la fin du livre, qui a vraiment écrit des lettres, qui a écrit ses mémoires sur le Branlin. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu donné envie en voyant en créant des liens aussi intergénérationnels avec des personnes qui avaient grandi dans cette rivière aussi, et qui avaient les mêmes histoires un peu que moi j'avais dans mon enfance, mais à 2 ou 3 générations d'écart. Et du coup, c'est parti un peu de là. C'est vraiment... c'est un peu l'histoire du Branlin depuis et maintenant que j'essaie de mettre en mots à travers beaucoup d'anecdotes plus ou moins vraies que j'ai vécues, quoi, ou que ma famille a vécues. T'as romancé un peu ou il y a des choses que t'as inventées ou vraiment t'as construit ton histoire autour de d'autres histoires orales que tu aurais entendues? Franchement, il n'y a pas grand-chose que j'ai inventé. Je pense que c'est un peu romancé dans la manière où j'écris. Je prends aussi un peu le point de vue de l'enfant qui parle. Du coup, j'adopte aussi une manière d'écrire. Après, par exemple, les personnages, ils existent tous. Il y en a qui sont décédés, c'est à eux que j'ai dédié le livre, Claude et Yvonne. Les noms de famille aussi, j'ai réutilisé. J'ai réutilisé tous les noms de prés, les noms de routes, le nom du village. Et chaque histoire est vraie, plus ou moins, enfin, est vraie dans la mesure où c'est ce dont je me souviens en tout cas. Après, j'ai essayé de repréciser en demandant à d'autres personnes de me rappeler un peu ces histoires-là. Et, euh, et après, il y a l'intervention du coup de Bertrand qui a écrit sur les travaux de renaturalisation, où là, c'est vraiment ses mots, et là, je le fais vraiment parler dans le mémoire. Mais sinon, ouais, tout est plus ou moins vrai, en fait. Du coup, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont lu le livre et qui ont aussi été très contents que comme ça, tu laisses une trace un peu du patrimoine du terroir où tu as habité et ils étaient contents qu'il y ait ça qui existe? Est-ce qu'on t'a parlé de ça? Ouais, je l'ai pas encore fait lire, en fait. Et à tes parents? Non. Pas encore. Ouais, je rentre la semaine prochaine et je le ramène. Donc, j'ai pas encore eu de retour. Après, il y a ma sœur qui l'a lu et qui l'a corrigé. Ouais, ça l'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment plein d'histoires qu'on a vécues et ça lui a rappelé plein de trucs. Et justement, dans sa correction, elle a remis un peu à jour
certaines choses qu'on avait vécues qui étaient pas complètement bien racontées. Ou vu qu'elle est ingénieure agronome, des points un peu précis sur des choses que je raconte sur la rivière ou sur la nature qui sont complètement fausses, parce que moi c'était mon idée, mais euh, Et est-ce que tu as corrigé quand tu as écrit avec ce patois que tu utilises dans ton livre? Parce que moi, quand j'ai commencé à lire ton livre, j'ai été obligé d'aller sur Internet pour avoir la définition des mots que tu utilises. Et j'ai même été dans un glossaire de météorologie et de climatologie pour agado. Enfin, la première phrase, je crois. Dès le début, tu as des notes en bas de page qui expliquent un peu tout. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Comment tu as essayé de mélanger à la fois ta petite musique d'écriture et puis aussi ce patois de Bourgogne et de Champagne? bah, en gros, c'est chez mes parents, enfin, il y a quelques éditions qui existent, ça s'appelle vraiment le lexique poyaudin, enfin, le parler de Mézille, donc le village qui ne représente pas toute la Puisée, mais il y a vraiment un livre qui a été édité. Avant, il y avait un imprimeur dans le village, et il y a deux, trois personnes dans le village, dont ma mère, qui a récupéré cette édition-là. Et donc ça commence par un peu une contextualisation de ce qu'est Mézille à l'époque où c'est écrit, je crois que c'est dans les années 1900. Après, il y a un peu des légendes sur le village, les personnes un peu notables qui ont façonné un peu le paysage. Et ensuite, ça découle sur un lexique, donc le lexique poyaudin, qui est pas un dictionnaire à proprement dit qui va traduire des mots français en poyaudin. C'est plutôt vraiment un vocabulaire de la terre, de l'eau, de l'agriculture et même de la vie paysanne en général. Et en fait, c'est vraiment des mots dont t'as pas vraiment la traduction française du vocabulaire quotidien. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, au début, quand j'ai voulu écrire sur le Branlin, je voulais faire ce que Wendy Delorme a fait récemment, le fait d'écrire du point de vue de la rivière. Et je me suis rendu compte que je manquais d'énormément de vocabulaire, en fait, pour vraiment incarner la rivière. Et après, j'ai trouvé la solution, du coup, d'utiliser le lexique poyaudin, qui est vraiment un vocabulaire que ma grand-mère utilise encore au quotidien. Il y a des mots, moi, que je peux utiliser quand je suis là-bas. Et il y a plein de... Aster, Aster. Ouais, Aster. ce qui veut dire maintenant hein, pour les néophytes. Donc ça va, c'est Aster, tu vois, Aster, Aster-là. on comprend, mais quand même, quand c'est écrit A-S-T-E-U-R-E, bon, on a un petit doute, on comprend, mais c'est pas si explicite que ça. Il y a plein de mots comme ça qui sont vraiment... Enfin, je trouve que même comment les mots sont écrits, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'oralité, tu vois. Et je pense que c'est pas vraiment l'histoire de cette édition que j'ai trouvée avec le vocabulaire écrit. Pour moi, c'est plus un truc qu'on se transmettait à l'oral. Et du coup, tu vois, je suis pas sûre que l'orthographe soit bonne, etc. Mais ça me permettait vraiment d'apporter du vocabulaire précis sur la région et sur les états de l'eau et de la terre. Ouais. Oui, souvent, même les romans qu'on trouve chez certains éditeurs un peu de littérature soutenue, on va dire, POL ou même Corti, on trouve des livres où ce savant mélange de patois et de littérature fait que voilà, on arrive à un livre qui est définissable et qui, euh, qui va droit au but, quoi, dans ce qu'on veut dire. Et quand là tu parles d'une rivière, c'était le passage obligé de parler avec des mots de là-bas et ne serait-ce que dans les cartes postales qui accompagnent ton livre, il y en a une douzaine. Quand on voit juste le nom des rivières, des rues, tous des noms très imagés. Ouais. Et tu pourrais nous en parler un peu de ces cartes postales, là, comme ça, au débeauté, je te les mets dans les mains. Donc, tu les as entourées d'un joli cordon de carton vert encore. Et, elles ont cette particularité, tes images, c'est elles m'ont rappelé des images que je collectionnais quand j'étais petit, qui étaient dans les panini découvertes, les images autocollantes qui font normalement le foot. Ouais. Et en fait, ils ont fait des collections documentation scolaire, donc côté déjà documentation bibliothèque, avec ce numéro écologie, le monde des eaux douces.
Et tu avais des stickers comme ça collés sur le truite et la nature avec des petits schémas. Et voilà, je voulais te le ramener. Je savais pas si tu connaissais. Toi, tu es né largement plus tard. Et du coup, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment ça, les Ouais, images. ouais. Et puis en fait, cette couleur un peu passée du vert et du marron me fait Ouais. beaucoup penser à ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu après avoir regardé mon petit album Panini de jeunesse aussi? Trop classe. Ouais. Bah, les cartes postales, en fait, c'est des photos que j'ai réalisées ou des photos d'archives que mes parents ont pris en période de crue. Et ça faisait partie un peu je sais pas, de mon corpus d'images qui m'aidait aussi à écrire. Des fois, j'avais besoin de les regarder pour que des mots me reviennent ou des états de, de passage de la rivière me reviennent. Et j'ai décidé d'en faire une collection parce que, en fait, en faisant mes recherches sur la Pusée, je suis tombée sur pas mal d'éditions poyodines, dont une qui s'appelle Ces gens de Puisée et qui raconte vraiment, par le biais des cartes postales, l'histoire des familles ou des moulins ou des fermes qui faisaient vraiment le paysage poyodin. Et après, les cartes postales comme ça, c'est un peu un truc qu'on retrouve dans tous les villages de France, tous les villages ruraux de France, des collections de cartes postales un peu sur une thématique, avec comme ça chacune numérotée et avec le titre ou le lieu dit qui définit l'endroit. Moi, j'y ai juste rajouté le point GPS, parce que je fonctionne beaucoup avec les cartes GPS vue aérienne. Et en fait, si on les retape tous, on peut se rendre compte que les photos ont été prises enfin, très très proches dans le paysage. Et sinon, au niveau du design de la carte, bah, j'ai vraiment repris les modèles que je connais des cartes postales de mon village, quoi. Il y a Susanna Shannon qui m'a soufflé un peu la typographie Bodoni pour que ça ressemble au max. Et après, ouais, je les vois un peu comme ça peut être des marque-pages, ça peut être aussi des, des petits endroits où on note des choses. Elles se calent parfaitement dans le livre normalement. Enfin, si, elles se calent dans le livre sans dépasser. Et, euh, et ouais, bah, j'avais envie en fait de faire plus qu'un livre et faire vraiment une édition un peu plus complète. Moi, j'adore dans les éditions que j'achète quand il y a un peu des goodies, des posters qui se déplient. Je sais pas, même comme avec la pochette plastique, quoi, faire en sorte que ce soit vraiment un objet et que, je sais pas, il y a un côté un peu fun aussi à l'acheter, quoi, et que ça aille ensemble. Pareil, le petit carton vert là qui enrobe les cartes, en fait, c'est comme, tu vois, la première image, c'est les crues vues de ma chambre, de là où je parle dans le tout début du livre. Et en fait, quand tu mets la petite bande verte, ça cache la crue et ça fait comme s'il y avait le pré. Du coup, quand tu l'enlèves, tu te rends compte qu'il y a la crue. Voilà, j'ai essayé de jouer sur des petits trucs éditoriaux comme ça. Enfin, je me suis grave amusée à, à penser à l'objet final. Même si j'ai rencontré aussi plein de soucis parce que je suis pas. Enfin, je suis pas une très bonne éditrice, quoi. Vas-y, raconte-nous un peu les horreurs de jeunesse de la première auto-édition de ta vie. Bah déjà j'ai fourni un papier pas couché à l'imprimeur pour la maquette. Du coup toutes mes pages elles sont détachées du dos carré collé. Ça je savais pas par exemple. Après au début il y a une carte en fait à la fin, une carte que j'ai dessinée qui est à la base une carte au format A2 qui représente d'un point de vue aérien le Branlin et tous les prés et tout le bocage ainsi que le village de Mézille. Du coup, du rue des Violettes au moulin Grenon, donc qui est vraiment l'espace du territoire dans lequel je parle. Et à la base, cette carte avait été faite pour pour envelopper le mémoire comme une enveloppe, comme une pochette en fait, et qu'à la fin, en fait, on puisse déplier la carte et l'avoir sous les yeux au format A2 tel quel. Ça, j'ai jamais réussi à vraiment faire les bons pliages en pensant à l'épaisseur du livre et tout. Donc j'ai perdu pas mal de temps à faire ça. Donc finalement, j'ai trouvé un système plus simple. Je l'ai coupé en plusieurs parties et je l'ai mis à la fin.
Ça, c'est un peu le regret que j'ai sur l'édition, c'est qu'on n'ait pas la carte dépliable et en entier, parce que je trouve qu'on se rend vraiment compte de l'endroit dont je parle par rapport à la carte, quoi, et on se rend compte à quel point c'est un tout petit endroit, en fait, ce dont je parle. Et ouais, ça, c'est un peu mon regret, mais en même temps, voilà, il fallait faire un choix à un moment donné, il fallait imprimer. Après, j'ai eu des galères aussi avec les cartes postales, mais ça, Copyway a bien géré. Et sinon, juste tous les trucs InDesign, hein, numéroter les pages, savoir faire des notes de bas de page, trouver la bonne typo, les corrections et tout, ça prend vachement de temps, quoi. Je pense que j'ai mis autant de temps à l'écrire qu'à l'auto-éditer, quoi. Qu'à le corriger. Qu'à le corriger. Et quels ont été les professeurs ou professeurs qui t'ont accompagné dans ce mémoire? Il y a Sophie Orlando qui m'a beaucoup accompagnée. Sophie Orlando, je l'avais rencontrée à Nancy quand je passais mon DNA. Je crois que c'était ma diplômabilité. Elle était venue nous faire un jury. Et de là, je suis arrivée à Nice et on avait déjà eu des discussions très pertinentes sur les rapports au vivant en ruralité que j'avais pas eu avant. Et du coup, je lui ai tout de suite demandé si elle pouvait me suivre dans ce projet de mémoire. Et donc, ouais, c'est la première qui l'a lu même, qui m'a fait ma première lecture. On s'est vu assez régulièrement pour en parler. Après, il y a eu beaucoup de discussions aussi avec Marie Canet, de manière plus informelle. Et Jérôme Mauche aussi. Mais plus que concernant les maisons d'édition ou la manière dont faire le livre. Je pense que c'est vraiment les 3 professeurs qui m'ont suivi sur ce projet, quoi. Et t'ont orienté pour l'envoi du manuscrit, puisque c'est une auto-édition pour le mémoire laissé à la Villa Arson, mais c'est aussi un livre que tu as voulu proposer aux éditeurs. Ouais. Et pour l'instant, on est dans le... Voilà, tu as envoyé 2-3 manuscrits. 2, ouais. 2, et il y a eu une réponse négative, c'est ça? C'est ça. Et l'autre, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Ouais, j'ai envoyé à Corti, qui m'a déjà répondu. Et j'ai envoyé à POL. Bah, là, j'ai envoyé en fait aux éditeuristes qui étaient, où je pouvais envoyer par mail. Après, je sais pas, pourquoi pas imprimer en tas de feuilles et aller en déposer dans certaines maisons d'édition à Paris. Après, c'est vrai que depuis que en fait, j'ai fait l'auto-édition et que j'en ai sorti une vingtaine, Que tu vends? que je vends aux personnes, bon, surtout à mes amis, hein, ou sinon sur les stands de fanzine que j'ai avec mon collectif, je le place à ces endroits-là, ou après une lecture publique, ou aux gens de ma famille, enfin même aussi pour le donner aux personnes qui interviennent dans le livre, ou au jury de mémoire, etc. Mais ouais, en fait, il y a aussi une part de moi qui a pas envie de le voir sous une autre forme que la forme que je lui ai donnée. Et du coup, d'un côté, ouais, c'est cool de l'envoyer à maison d'édition pour essayer, mais je crois pas que ce soit un but. Merci Clémentine pour cet entretien très sympathique. J'espère que tout va bien se passer pour le futur pour toi, vu que là, tu as fini tes études à la Villa Arson, avec les félicitations. Oui. Et que l'année prochaine, tu ne sais pas trop encore ce que tu fais, tu vas rester un peu sur Nice, Ouais. peut-être, et puis tu vas continuer tous tes travaux d'écriture et d'édition, j'espère, et puis ton travail aussi d'artiste. C'est sûr. Et donc, bon vent à toi. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine.